Bonjour et bienvenue sur l'Apothicaste. Je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast, je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 9. Santé et médecine sous l'Empire romain avec Charline Beu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apothicaste. Comme d'habitude, je vous invite à m'accompagner pour explorer l'histoire de la santé et cette fois on va sérieusement remonter dans le temps puisque mon invité du jour, Charline Beu, s'intéresse à la médecine et à la santé pendant la période de l'Empire romain. Bonjour Charline et bienvenue sur l'Apothicaste. Bonjour Bastien, merci de m'accueillir ici avec toi pour parler de médecine chez les Romains. Bien Charline, tu es titulaire depuis l'année dernière d'un master en histoire et anthropologie de l'Antiquité de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à travers tes mémoires de recherche, tu t'es spécialisé sur la question de la santé, de la médecine et de leur représentation à l'époque de l'Empire romain. Je cite les titres de tes 2 travaux pour avoir une idée plus précise de ton objet de recherche. En Master 1, le sujet de ton mémoire, c'était Rites et magie à la lumière de la médecine des femmes au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Et en Master 2, la représentation du corps dans les représentations partagées à travers la pharmacopée du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Alors, pour commencer, on va essayer de poser quelques bases. Peux-tu nous expliquer sur quoi repose la médecine à l'époque de l'Empire romain ? À l'époque de l'Empire romain, la médecine, elle repose sur différentes choses. Déjà, à ce moment-là, la médecine hippocratique, elle est quand même bien mise en place. Les bases de cette médecine-là sont posées. Et en fait, elle va reposer sur 3 branches importantes de la médecine. C'est ce que Cels, qui est un médecin du 2e siècle après Jésus-Christ, il me semble, va dire dans de la médecine. Il va dire que notamment la médecine, elle est divisée en 3 branches. L'une traitant par le régime, la seconde par les médicaments et la troisième par l'action de la main. Donc en gros, on a en fait le régime, c'est la diététique. On va avoir tout ce qui est pharmaceutique avec les médicaments. Et en fait, quand il dit l'action de la main, c'est la chirurgie. Donc on va avoir ces 3 branches-là. Mais il explique que les maîtres de la branche qui traitent les maladies par les régimes sont les plus célèbres et sont en gros ceux qu'on met un peu au-dessus des autres. C'est d'ailleurs ce que certains médecins reprochent, notamment Scribonius Largus. Il explique que les médicaments sont tout aussi importants parce que en fait la diététique, elle a longtemps été considérée comme une médecine noble parce que on n'ouvrait pas comme la chirurgie. Et on n'avait pas besoin d'autres choses. Par exemple, on n'avait pas besoin de plantes pour soigner. Et en fait, on soignait par l'alimentation ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui notre style de vie, avoir une bonne hygiène de vie. Donc, il y avait beaucoup de prévention, en fait, qui passait par la diététique, donc la manière de s'alimenter. Ça pouvait être préventif, mais ça pouvait être aussi le soin, notamment les jeûnes, le bain ou les saignées, ça fait partie de cette diététique-là. Et donc, la chirurgie, c'est comme aujourd'hui, ce sont les interventions chirurgicales qui devaient faire bien plus mal à l'époque. Et puis, la pharmaceutique, ça va être tout ce qui va être donc les médicaments. Je parlais tout à l'heure de Scribonius Largus. En fait, lui, dans son épître, dans les compositions médicales, c'est un gros ouvrage où il va mettre toutes les différentes maladies et comment les soigner avec les différents médicaments, comment fabriquer son médicament, en fait. Il explique que Hérophile, qui est un médecin bien plus vieux, il dit, donc je le cite, « qui fut jadis compté au nombre des plus grands médecins, passe pour avoir dit que les médicaments sont les mains des dieux. » Et il ajoute, « et non sans raison à mon avis, car c'est ce que le toucher divin pourrait produire. C'est exactement les résultats qu'obtiennent les médicaments éprouvés par l'usage et l'expérience. » Ça reflète l'idée selon laquelle ce sont les dieux qui soignent par l'intermédiaire des médicaments. Donc en fait, voilà, la médecine à l'époque romaine, elle est vraiment basée sur ces 3 choses-là. En tout cas, la médecine pratiquée par les médecins. Tu évoquais les dieux, là, juste dans ta dernière réponse. Est-ce qu'on peut dire que cette médecine antique, du coup, était liée à la religion, d'une part, mais également peut-être à une forme de magie ? Effectivement. Déjà, la médecine antique, elle est liée à la religion parce que parfois, on peut avoir des soins qui vont être apportés aux malades, qui vont être des rituels religieux. En fait, il y a une forme de division dans cette médecine. On va avoir d'un côté celle des médecins qui vont écrire des traités,
Et de l'autre côté, la médecine plus populaire, parce qu'en fait, tout le monde n'avait pas les moyens d'aller voir un médecin, tout le monde ne connaissait pas un médecin, et ceux qui écrivent les traités, ce sont des médecins lettrés, très importants, qui vont soigner à la cour de l'Empire romain. Et donc, en fait, le reste de la population se soignait avec ce qu'on pourrait appeler des recettes de grand-mère. Notre grand-mère, elle utilisait telle plante pour soigner le rhume, on fait pareil. Et on a aussi ce qu'on pourrait appeler la médecine des temples. La médecine des temples, c'est justement le fait d'aller dans un temple à Asclépios, donc qui est le dieu de la santé et de la médecine dans l'Empire romain. Enfin, c'est le nom grec. Chez les Romains, c'est Esculape, mais c'est le même dieu. Et demander à Asclépios d'être soigné d'une maladie, par exemple, et en échange, on fera un rituel pour Asclépios, un sacrifice, etc. Donc, on a aussi cette forme-là, donc c'est totalement lié à la religion. Donc moi, mon travail, en fait, c'était de voir chez les médecins, parce que les médecins, ils veulent concurrencer cette médecine des temples. En fait, ça arrive à partir d'Hippocrate. Hippocrate, Hippocrate n'est pas qu'un seul médecin d'ailleurs. On dit plus le corpus hippocratique parce qu'on ne sait pas. Il y a plusieurs médecins. Mais en tout cas, à partir du corpus hippocratique, on veut s'éloigner de la religion dans la médecine pour faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est très anachronique de dire ça, mais une médecine scientifique. Et de vouloir soigner en trouvant des traitements, en regardant le corps, etc. Et donc, les médecins veulent se séparer de cette médecine. Et donc, moi, mon travail, c'était de voir que malgré cette volonté de séparation qu'ils essayent de faire avec cette médecine plus religieuse, entre guillemets, et plus rituelle, qu'en fait, il y a des restes de cette médecine-là, et dans la manière dont ils soignent, des fois, on peut retrouver ces restes-là, on peut voir des rituels religieux, et donc parfois magiques. Effectivement. En fait, pour ce qui est de la notion de magie, c'est un peu particulier parce que la magie dans l'Antiquité ne recouvre pas toutes les conceptions actuelles que nous, on a modernes de la magie. C'est une notion assez complexe et c'est l'objet de nombreuses interrogations et recherches, notamment chez les anthropologues. Mais en fait, pour simplifier, John Scheid va expliquer que la magie, c'est une forme de religion privée. Elle est souvent faite de nuit et un peu dans le secret. Et ça se manifeste un peu différemment que la religion. Mais en fait, l'exemple le plus important archéologiquement, ça va être les petites tablettes de défiction. Ce sont des petites tablettes de plomb où le dédicant va mettre une malédiction et il va la rouler. Et dessus, on va avoir le nom des dieux. Donc, c'est vraiment relié à la religion. On va demander à tel dieu de... je sais pas, faire en sorte que... souvent, c'est en rapport avec des situations amoureuses. Donc, que par exemple, Caius meurt pour avoir couché avec ma femme, par exemple. Et dans la médecine, on va utiliser, pour soigner, donc ça, c'est vraiment dans la pharmaceutique, des potions. On va aussi utiliser de la fumigation. Mais ça fait pas partie de la magie. Comme dans notre imaginaire, on pourrait se dire faire une potion ou faire de la fumigation, ça peut être un lien magique. Et pas du tout. Ça, c'est vraiment de la médecine pure et dure. Mais on va avoir, par exemple, l'utilisation d'amulettes médicales, suivies parfois d'une forme d'incantation. Et là, dans ce cas-là, on peut qualifier ça peut-être plus de magie. Mais en fait, moi, dans mes travaux, je parle pas de magie. Je préfère parler de rituels magico-religieux parce que on n'est jamais vraiment sûr que eux voyaient ça comme de la magie ou pas. Comme tu viens de nous l'expliquer, il y a toute une partie de la médecine plutôt liée aux rituels religieux, à la magie. Il y a aussi tout un pan de la mythologie gréco-romaine qui est en lien avec la santé, un sujet extrêmement intéressant. Et petite nouveauté dans le podcast, pour évoquer ce sujet connexe à notre thématique du jour, j'ai invité un collègue podcasteur, Guillaume Diana, alias le prof de latin grec sur les réseaux sociaux, à nous présenter brièvement ce que j'appellerais le panthéon sanitaire gréco-romain. Merci Bastien pour cette invitation dans ton podcast. Si vous avez mis le pied sur le sol grec, vous avez pu visiter l'immense sanctuaire d'Asclépios à Épidore, ou son petit sanctuaire au sud de l'acropole d'Athènes. Vous avez donc été frappé par le lien entre médecine et religion. Les Grecs ne manquaient pas de divinité de la médecine, et les Romains non plus. Le premier dieu de la guérison, mais un dieu qui envoie aussi des pestes, c'est Apollon, maître des arts et dieu solaire. Sa connaissance de la santé, il l'a transmise à Asclépios, l'enfant qu'il a eu de la mortelle Coronis. Le centaure Chiron a peaufiné l'éducation du jeune garçon et lui a enseigné la médecine à proprement parler. Les auteurs anciens situent Asclépios au moment des histoires d'Édipe à Thèbes et de la recherche de la toison d'or par Jason, puisque ses deux fils, Machaon et Podalyre, qu'on appelle aussi les Asclépiades, étaient les médecins des Grecs lors de la guerre de Troie. Les Romains employaient le nom d'Esculape pour désigner ce dieu. Asclépios a reçu de la déesse Athéna le sang de la gorgone Méduse. Celui venant du côté droit du monstre était bienfaiteur, alors que celui du côté gauche était un poison violent.
Ce sang bienfaisant était si puissant qu'Asclépios parvenait à ressusciter les morts, subissant ainsi la colère d'Hadès, le dieu des enfers, et de Zeus, qui voyait l'ordre du monde chamboulé. Zeus l'a d'ailleurs foudroyé. Apollon s'est vengé en tuant les cyclopes qui forgeaient la foudre du dieu. Asclépios est aussi le père des 6 déesses de la guérison avec Épionée, une nymphe qui soulage les maux, MAUX, ou bien Lampétia, une des filles du soleil. On a donc Hygie, la déesse de la santé, pensez à hygiène, que les Romains appelaient Waletudo ou Salus. On a aussi Panacée, dont le nom signifie tous les remèdes ou tout remède. Iaso, la déesse de la guérison, dont le nom est à rapprocher du grec iatros, le médecin, présent dans les mots pédiatre, gériatre, psychiatre. Méditrine, représentation de la longue vie. Akeso, déesse de la guérison. Et enfin Églé, divinité de la santé rayonnante que les malades regagnent après une maladie. N'oublions cependant pas la déesse Iliti, la déesse de l'enfantement, fille légitime de Zeus et d'Héra, pour une fois, et que les Romains appelaient Lucine. La déesse Maia, la mère d'Hermès, a donné son nom à la maïeutique, puisque son nom signifie petite mère, et qu'elle a été une des nourrices importantes de la mythologie. Côté symbole, le bâton d'Asclépios n'est pas le caducée d'Hermès. Asclépios tient un bâton autour duquel s'enroule un seul serpent, quand Hermès en a 2. Mais le caducée d'Hermès permettait cela dit aussi de guérir les morsures de serpents. Et c'est bien le bâton d'Asclépios qui sert de symbole aux médecins. Quant aux pharmaciens, ils ont repris l'attribut de la déesse Hygie, la coupe, comme symbole de la pharmacie. On parle ainsi de la coupe d'Hygie ou du caducée d'Hygie. Les anciens pouvaient représenter cette déesse avec une coupe, ou une patera, accompagnée d'un serpent qui boit dans cette coupe, comme un patient qui prend sa médication. D'ailleurs, en parlant des pharmaciens, il faut savoir que le mot grec pharmakon signifie à la fois le remède et le poison. Tout est une histoire de dosage. Merci Guillaume pour cette petite pastille. Si le sujet vous intéresse, dans les jours qui suivent la diffusion de cet épisode de la podcast, Guillaume va mettre en ligne un épisode consacré à Asclépios, le dieu de la médecine, dans son podcast dédié à la mythologie gréco-romaine et qui s'appelle Par le petit bout du mythe. Alors foncez écouter cet épisode du prof de latin grec. Revenons à notre sujet, Charline. Il y a une théorie majeure qui est à la base de la médecine à cette époque et qu'il faut absolument comprendre pour aborder la suite, c'est la théorie des humeurs, que l'on retrouve notamment dans le corpus hippocratique que tu as cité. Peux-tu nous expliquer les grands principes de cette théorie ? Effectivement, cette théorie des humeurs, elle est vraiment mise en place par le corpus hippocratique et elle va être appliquée vraiment durant des siècles. On retrouve cette théorie chez Galien, chez Celle, chez Scribonius, enfin chez différents médecins même de l'Empire romain. C'est une théorie appelée la théorie des humeurs ou la théorie humorale qui considère que la santé de l'âme et que celle du corps aussi, donc l'âme et le corps, réside dans l'équilibre des humeurs, qui sont, donc ces différentes humeurs sont le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire, et des qualités physiques comme le chaud, le froid, le sec et l'humide, qui va accompagner ces humeurs. Et donc, en fait, cette théorie des humeurs va considérer, par exemple, que l'homme avec un petit h, donc du sexe masculin, est considéré comme chaud et sec, et que la femme et les enfants sont froids et humides. Et donc, en fait, la femme, elle est vue comme un corps d'homme malade. En fait, même en pleine santé, la femme ne sera jamais en aussi bonne santé que l'homme du fait de ses humeurs, parce qu'elle va être froide et humide et qu'elle pourra jamais devenir chaude et sec. Pour eux, les maladies vont s'expliquer selon le dérèglement de ces humeurs-là. Par exemple, si un médecin va trouver que tu es un peu trop froid, eh ben, il va te conseiller, par exemple, donc là c'est dans la diététique, il va te conseiller d'aller dans les thermes chaudes pour rééquilibrer tout ça. Et après, on a aussi dans la pharmacie, dans les médicaments qui vont être donnés, ou même dans la chirurgie, on va essayer de rééquilibrer ses humeurs. Donc, par exemple, les saignées aussi, c'est par rapport au fait qu'on aurait potentiellement trop de sang, enfin ça serait déséquilibré par rapport aux qualités physiques. Cette théorie des humeurs, comme tu l'as dit, elle a perduré pendant des siècles, et je vous invite éventuellement à réécouter ou à écouter l'épisode 8 de la podcast que j'ai fait avec Guillaume Linte à propos de la médecine et de la santé au cours des voyages transocéaniques à l'époque moderne, donc 16e, 18e siècle. Et ce qu'expliquait Guillaume, c'est que à cette époque, encore, un certain nombre de concepts autour de la santé étaient basés sur ces théories hippocratiques. Donc, quand on a cerné ces grands principes et cette notion d'équilibre, on peut approcher plus simplement les croyances et les pratiques médicales de l'époque. Et tu as, par exemple, particulièrement étudié la femme dans cette médecine de l'Empire romain,
Hors micro, tu me parlais d'un exemple assez intéressant pour illustrer certains grands principes que l'on vient d'évoquer, issus du travail d'une autre chercheuse. C'est celui de l'utérus, qui était perçu comme une sorte d'animal mobile dans le corps de la femme, si j'ai bien compris. Et sa mobilité permettait d'expliquer tout un tas de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, cet exemple, effectivement, qui est très intéressant, c'est un de mes exemples préférés. En fait, pour les médecins dans l'Antiquité, toutes les maladies de la femme prenaient racine dans un seul organe, c'était l'utérus, aussi appelé matrice dans les textes, mais c'est le même organe. Et en fait, celui-ci, c'était vraiment le centre névralgique de toutes les maladies qui touchaient le corps de la femme. En fait, le corps de la femme, comme il a été vu précédemment, c'est un corps qui, même en bonne santé, il n'est pas dans la norme que représente celui de l'homme. Cette anormalité vient en grande partie de l'utérus, qui est un organe humide du corps de la femme. Et en plus, cet organe, c'est un organe que n'ont pas les hommes. Et donc, c'est un organe qui intrigue et qui est entouré de tout un imaginaire médical. Par exemple, chez Platon ou chez Hippocrate, c'est dès cette époque-là un organe qui est vu comme mobile. Ça serait un corps étranger, doté de sa mobilité propre, qui se déplacerait dans le corps de la femme. Et en fait, c'est ces déplacements-là qui pourraient provoquer des suffocations en raison de ces déplacements. C'est ce qui provoquerait d'ailleurs l'hystérie, par exemple. Ce déplacement de l'utérus, ça serait la cause régulière de toutes les maladies des femmes. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Véronique Dasin. En fait, Véronique Dasin, elle va étudier les gemmes gynécologiques qui ont été retrouvées en Égypte. Et en fait, sur ces gemmes gynécologiques, elle va remarquer que l'utérus, il est souvent représenté sous forme d'abord de ventouse médicale, renversée. Là, c'est l'image d'un récipient qui va se moduler en fonction du fœtus et qui est également utilisé comme une métaphore dans le corpus hippocratique. Et une des variantes iconographiques qu'on va avoir, c'est notamment cette animalité de l'utérus. Il va être représenté en fait souvent comme une pieuvre. Cette métaphore, elle est reprise chez Galien, où il explique que l'utérus s'accroche aux membranes comme les poulpes s'accrochent à leur suçoir. Soranos, lui, va décrire l'utérus des femmes ayant déjà eu des enfants comme relativement calleux comme la tête d'un poulpe. Et en fait, on va avoir une imagerie autour de l'animalité de l'utérus. Mais malgré cette imagerie-là, chez les médecins, il est vu comme un organe qui se déplace, mais pas forcément tout le temps comme un animal, en fait. Ça va dépendre des médecins et des différentes sectes médicales. Et pour les médecins hippocratiques, le mouvement de l'utérus, il est dû à la sensibilité et aux variations de la chaleur et de l'humidité dans le corps de la femme. Et donc, en fait, si la matrice est desséchée, elle ira chercher l'humidité ailleurs, par exemple au niveau du ventre. C'est pour ça qu'elle va bouger, en fait. Et donc, la bonne santé, elle repose sur le fait que la matrice doit rester à la bonne place. Elle ne doit pas bouger et il faut essayer de la faire revenir à l'endroit où elle doit être. Oui, donc c'est très logique dans la conceptualisation de l'époque au niveau de l'équilibre. Et si j'essaye d'appliquer cette notion d'équilibre pour repositionner cet utérus qui bouge, cet utérus animal, eh bien on va essayer de le remettre à sa place. Il y avait certainement des traitements particuliers pour ce faire. Quels étaient-ils? Alors, en fait, effectivement, il y avait des traitements particuliers. Pour remettre l'utérus à la bonne place, le médecin va privilégier les odeurs. Et donc, il va utiliser différentes odeurs qui va attirer ou repousser justement cet utérus. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la fumigation. C'est le fait de faire brûler un pharmacone. Ce que j'appelle les pharmacas ou un pharmacone, ça va être tout ce qui peut être minéral, animal ou végétal utilisé dans les médicaments. Et donc, en fait, ça peut être, comme je le disais, soit des plantes, soit des morceaux d'animaux. J'ai lu des choses dans les sources vraiment atroces, dont on faisait des fumigations avec des chiots. Ah oui. Vraiment des trucs pas très sympas, surtout chez Pline, l'ancien. Ou sinon, ça peut être un mélange, en fait, soit, par exemple, de peau de bœuf et d'une plante quelconque, etc., qu'on va faire fumer. Et en fait, grâce à l'odeur que ça va générer, j'imagine que ça devait pas sentir vraiment très très bon, et ben cette odeur devrait attirer ou repousser l'utérus. Cette fumigation, elle se faisait en dessous du vagin pour que l'utérus redescende en fait et qu'il le sente à partir du vagin. Mais certains médecins sont pas totalement convaincus par cette façon de faire. Ah oui, quand même. Voilà. Soranos, donc Soranos, il fait partie de la secte méthodique. Je vais pas parler des sectes, mais dans la médecine antique, on a différentes sectes médicales. Ce sont des écoles, en fait, et donc c'est différentes façons de penser. Mais là, on est beaucoup plus dans la pensée médicale. Ça joue un peu sur l'action que vont avoir les soins selon tel ou tel médecin, mais ça va plus être des batailles idéologiques autour de la médecine et des traités, en fait. Et donc Soranos, donc lui, c'est un médecin méthodique, donc il se place vraiment en contradiction avec ses contemporains. Pour lui, ces explications-là et cette représentation de l'utérus qui est présente notamment dans le corpus hippocratique, il n'est pas totalement convaincu.
Il ne va pas remettre en cause distinctement la mobilité de l'utérus, mais il expose très clairement l'idée que l'utérus ne se déplace pas en fonction des odeurs. Il écrit même que la plupart des médecins anciens, je le cite, de tous les disciples des écoles autres que la sienne, donc autres que l'école méthodique, ont fait usage des senteurs nauséabondes pour soigner la matrice. Toutefois, il ajoute que la matrice ne se met pas en mouvement comme une bête sauvage sortant de sa tanière parce qu'elle aime les bonnes odeurs et fuit les mauvaises. Au contraire, elle se tasse sur elle-même en raison de la constriction due à l'inflammation. Là, il reprend l'idée de l'animalité, de la matrice, et il n'exclut pas l'idée de mouvement, mais pour lui, ça reste plus léger, c'est plus une constriction, un tassement, et il réfute totalement l'idée que la matrice suit des odeurs et fonctionne en fait par sympathie et antipathie sur les odeurs. La sympathie et l'antipathie, c'est une notion qu'on retrouve notamment beaucoup dans ce qu'on pourrait appeler la magie dans l'Antiquité. C'est le fait que pour les soins, par exemple, on va soigner la jaunisse avec une fleur jaune, par exemple. On va trouver un point commun, donc là c'est la sympathie, on va trouver un point commun entre la maladie et ce qui va soigner. Et donc l'antipathie, c'est soigner mais avec l'inverse. Par exemple, on va beaucoup soigner les règles hémorragiques chez les femmes, par exemple, avec un médicament qui n'est pas rouge. Ou si justement on veut que une femme qui n'a pas ses règles ait ses règles, on va utiliser quelque chose qui est rouge. Là, je parle beaucoup des couleurs, mais ça peut aussi être avec le fait, par exemple, tout à l'heure, on parlera de l'avortement. Eh ben, on va utiliser des plantes qui sont stériles, par exemple. C'est le principe de sympathie et d'antipathie. Et donc ça, c'est vraiment une notion plus liée au rituel magico-religieux, puisque les médecins ne croient pas du tout à ça, quoi. Et c'est des choses qu'on peut d'ailleurs retrouver aussi dans certaines croyances qu'on retrouve des fois dans les discours qu'on a encore aujourd'hui. Et donc pour revenir à notre utérus, Soranos, il n'est pas du tout d'accord avec ça et lui, il soigne totalement différemment. Il pense pas déjà que les odeurs ramènent l'utérus et donc lui, il va soigner beaucoup avec de l'huile. Daniel Gourevitch, qui a traduit tout l'ouvrage Maladie des femmes de Soranos, dit dans son introduction, je crois, que Soranos pourrait même presque être qualifié de féministe. Tu as évoqué les différentes sectes médicales. C'est vrai que ce serait un sujet entier à traiter éventuellement dans un épisode. Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus, récemment, j'avais regardé le live d'Histoire en Histoire dans lequel Laurent Galopin avait participé. Et dans ce live qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne d'Histoire en Histoire, il avait explicité un petit peu ces différentes sectes médicales. Donc ça peut être une bonne idée d'aller regarder ça pour en apprendre un peu plus. Tu l'as évoqué, je te proposais également de parler de l'avortement. C'était donc une pratique à l'époque. Comment était-elle pratiquée ? Alors en fait, l'avortement, c'est vraiment une pratique importante. On peut pas compter, on peut pas dénombrer, on n'a pas d'INSEE de l'Empire romain, mais c'est une pratique assez importante dans l'Empire romain pour que les médecins en parlent. Il y a une différence notable entre la conception de l'avortement dans la société romaine et celle qu'on a nous aujourd'hui. L'avortement chez les Romains, elle n'est pas condamnée parce qu'on tuerait un bébé à naître. C'est pas ça qui est condamné du tout. Ce qui est condamné, c'est la mort que pourrait entraîner l'avortement sur la femme enceinte. En fait, l'avortement, s'il n'est pas encadré médicalement, comme aujourd'hui, c'est une pratique dangereuse qui mène souvent à la mort de la femme enceinte. Et c'est le meurtre de la femme romaine qui est puni et non la fin de vie du fœtus. Cet avortement, il est pratiqué de différentes façons. Comme on s'intéresse à la médecine, je me suis surtout focalisée sur l'avortement médicamenteux, mais il y avait aussi des avortements où on pouvait utiliser un long pieu, comme on a pu entendre parler même au 19e siècle, avant que l'avortement soit légalisé, les cintres, tout ça. Donc, il n'y avait pas de cintres à l'époque romaine, mais des pieux, etc. Mais moi, je vais me focaliser donc sur les médicaments. Et on va reparler de Soranos, mais Soranos, c'est la seule source médicale de l'Empire romain qui se consacre vraiment à la gynécologie et à l'obstétrique. Donc, il est vraiment très important. Et en fait, Soranos, il va consacrer un chapitre entier sur les potions abortives et sur la contraception. Dans ce chapitre, il explique qu'il est préférable qu'une femme ait recours à des méthodes contraceptives plutôt qu'abortives. Par la suite, il va évoquer les différentes méthodes abortives et il va expliquer qu'il faut éviter toute méthode qui mettrait la vie de la femme en danger. Et on comprend par la liste des pratiques abortives que Soranos conseille des pratiques qui mèneraient en fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui à une fausse couche. Il insiste très fort sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de matériaux tranchants pour pas endommager la matrice et du coup mener à une infertilité prochaine en fait. Ce qui est important pour Soranos et pour les médecins, c'est la bonne santé de la femme pour justement qu'elle puisse continuer à procréer. De toute façon, la bonne santé de la femme n'est que dans un seul but, la procréation. Parce que si elle ne peut plus procréer, il lui arrive l'une des choses les plus horribles qui peut lui arriver, elle ne peut plus tenir son rôle dans la société romaine. Et donc, parmi les plantes abortives ou héménagogues, on va retrouver par exemple le dictame.
l'aristoloche, la rue et la menthe. Il y en a plusieurs, hein, mais ce sont les 4 plantes sur lesquelles je me suis vraiment consacrée durant mes recherches. Ces plantes-là, elles vont être prises en potion. Valérie Bonnet, par exemple, elle va mettre en avant l'idée que la médecine antique fonctionne par contamination et par glissement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par la sympathie et l'antipathie. C'est surtout avec elle qui est mis en avant ce type de médecine-là. Et que justement, les plantes stériles sont devenues les plantes avorteuses, parce que c'est le principe de sympathie. Et donc, en fait, c'est le cas du dictame. Et les réalités héménagogues ou abortives ou expulsives, parce qu'il y avait aussi une expulsion de fœtus, c'était la manière d'avorter aussi, sont dues en réalité à la toxicité de la plante prise en trop grande quantité qui mène à un avortement, mais parce qu'en fait ça mène à une fausse couche, voire s'il y a une trop grosse quantité, à la mort de la patiente. Et donc Valérie Bonnet exprime très bien cette idée selon laquelle la réalité gynécologique des diverses plantes utilisées pour les femmes par les anciens, ça repose surtout sur leur toxicité. Elle dit que la plupart du temps, les recettes abortives étaient soit inefficaces, soit terriblement dangereuses, entraînant de graves séquelles, lésions des organes génitaux, si elles étaient utilisées en PCR, ou stérilité, ou à des empoisonnements et même la mort. Donc en fait, c'est parce que les plantes sont toxiques qu'on les utilise, parce qu'on sait qu'elles sont tellement toxiques que dans tous les cas, toute vie qu'il y aurait, si la femme ne meurt pas, disparaîtrait. Tu l'as évoqué rapidement, de ton côté, tu t'es aussi intéressé à la fertilité. Comment était-elle comprise et comment pouvait-on influer sur celle-ci? En étudiant la médecine des femmes, en fait, on se rend bien compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, que une grande partie de cette médecine, elle est orientée totalement autour de la fertilité. Et en fait, la stérilité, c'est une grande inquiétude pour les médecins, pour la société romaine, mais en fait surtout pour les femmes. La femme, elle est d'ailleurs choisie comme épouse sur sa potentielle capacité à concevoir. C'est ce que Soranos explique dans un autre chapitre, intitulé « Comment distinguer les femmes capables de concevoir ». Et en fait, il explique qu'il faut chercher à savoir si la future mariée, elle est apte ou non à concevoir, et si elle est ou non physiquement capable d'accoucher, si elle va pas mourir en couche. Par la suite, il va lister tout ce qui est nécessaire de prendre en compte pour savoir si une femme est apte à concevoir. Ce chapitre, il est dès le début de son œuvre. C'est un des premiers chapitres dans son œuvre gynécologique et obstétrique. Donc ça met vraiment en place l'idée que de toute façon, la femme, si elle est en bonne santé, c'est pour pouvoir avoir des enfants, comme je le disais. Et en fait, la stérilité dans un couple, c'est un vrai problème parce que la femme donc ne remplit plus son rôle dans la société et cette conception prend une part importante dans les rites de la société. Donc là, on va vraiment être dans des rites, c'est plus dans une conception médicale des choses, mais en fait, par exemple, une des fêtes les plus importantes à Rome sont les Lupercales et ces Lupercales qui sont fêtées tous les ans mi-février, ça a pour but de rendre les femmes aptes à concevoir. C'est ce qu'étudie Daniel Gourevitch. Elle prend comme source Plutarque et Ovide. Et les femmes n'ayant pas enfanté sont, lors de cette fête, frappées avec des lanières de peau de bouc. Donc c'est vraiment horrible en plus. Les hommes de la ville courent pour fouetter les femmes en fait. C'est un rituel qui, d'après toujours Daniel Gourevitch, remonte à la naissance de Rome, où les Romains, donc ça c'est le mythe, un des mythes de la fondation de Rome, mais les Romains, ils vont enlever les Sabines, qui sont les femmes des Sabins, le peuple voisin, parce que ils sont que des hommes. Et ils voudraient bien perpétuer leur nouveau peuple. Et donc en fait, les Sabines, une fois enlevées, elles n'arrivent pas à enfanter. Et donc du coup, elles vont demander à Junon ce qu'elles doivent faire pour qu'elles puissent réussir à enfanter. Et Junon va répondre qu'il faut que les boucs sacrés doivent pénétrer les matrones italiennes. Et donc les Romains vont interpréter ces paroles et décident du coup que pour enfanter, il faut frapper la peau des femmes avec les lanières de bouc. Ce rituel annuel, en fait, il est marqueur du rôle important de la femme dans la société, mais également de la place des rites religieux dans la conception. Parce que là, ça touche vraiment ce que nous, on pourrait penser de l'intimité du couple, de concevoir, etc. Mais là, la conception, ça a vraiment un rôle politique dans la cité. Et d'ailleurs, la stérilité dans un couple est très rarement envisagée comme étant une stérilité masculine. Pour Pline, la stérilité masculine n'existe pas naturellement, mais ce serait le résultat d'un acte plus ou moins magique. Donc si l'homme est stérile, c'est quelqu'un lui veut du mal. Les femmes, elles espèrent être fertiles. Et pour cela, elles peuvent essayer de passer des pactes avec les dieux. Je dis pacte parce que la religion romaine est vraiment dans cet échange. Je te ferai un sacrifice si en échange, tu fais en sorte que j'arrive à faire telle ou telle chose. Et donc, dans les traités, les médecins, ils vont donner des conseils aux femmes pour booster, entre guillemets, leur fertilité. Et donc, il existe aussi des recettes de grand-mère. Par exemple, j'ai étudié l'utilisation du lièvre et notamment de la présure de lièvre dans les médicaments. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement spécifique aux soins des femmes dans les différentes sources que j'avais. Et donc là, il s'agit d'une de mes hypothèses que j'ai étayée lors d'une journée doctorale il y a 2 ans déjà. Si le lièvre est autant utilisé dans les médicaments,
spécifiquement pour les femmes, ça peut aussi être en raison de la grande fertilité de la hase. Mais alors que c'est pas forcément pour soigner la stérilité qu'on utilise le lièvre. Ça peut vraiment être pour plein de choses qui n'ont rien à voir. Mais il y a toujours dans cette idée, en tout cas c'est l'hypothèse que j'aimais, il pourrait toujours avoir dans cette volonté d'utiliser le lièvre chez la femme, consciemment ou inconsciemment, de la part des médecins, une volonté de booster et de favoriser la fertilité de la femme. On en profite au passage, ça peut pas faire de mal, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc on a beaucoup parlé de notions qui touchent au féminin, à la femme. Tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. Est-ce qu'on peut dire finalement que ces représentations, ces croyances, ces pratiques ont eu des impacts sociaux qui permettent d'expliquer, au moins partiellement, la place et le rôle qu'elles avaient sous l'Empire romain? Oui, tout à fait. C'est effectivement, j'ai commencé un peu à y répondre au fur et à mesure, mais par rapport à l'utérus, par exemple, les médecins préconisent de se marier comme soin aux femmes pour soigner leurs différents maux. Et en fait, ils expliquent que si l'utérus cherche de l'humidité ailleurs, c'est parce que la femme, elle est vierge ou veuve. Et donc, pour empêcher ce phénomène, la femme devrait se marier et tomber enceinte. Comme ça, l'utérus ne recherche plus l'humidité. Il est assez évident que dans ces recommandations médicales, le rôle de la femme dans la société est primordial. Si la femme ne remplit pas correctement son rôle, le veuvage ou la virginité trop longue, par exemple, en fait, elle tomberait malade. Ils expliquent que si tu es veuve trop longtemps ou vierge et donc non mariée, tu tomberas malade. C'est un cercle vicieux, quoi. Les médecins donnent une explication rationnelle et naturelle à ce qu'est le rôle de la femme. C'est dans leur nature et si elles doivent enfanter, c'est pour pas qu'elles tombent malades. Si elles doivent se marier, c'est pour pas qu'elles tombent malades. Sinon, elles tomberont malades, en fait. Il faudrait vraiment plus de temps, je pense, pour démontrer point par point précisément où est-ce qu'on peut voir ce rôle. Mais par exemple, dans le lièvre que j'évoquais tout à l'heure, on le voit. Le fait que si les femmes sont malades, c'est à cause de leur utérus. On est toujours sur le lien avec l'enfantement. Tout autour de la médecine des femmes est lié à leur maternité, leur future maternité et à l'accouchement aussi. Voilà. Peut-être une dernière question de santé antique pour terminer, qui ne touche pas à la femme cette fois-ci, en tout cas pas exclusivement. Tu m'as également parlé hors micro de l'épilepsie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Oui, c'est une maladie qui permet d'accéder à une médecine plus rituelle. Et moi, c'est ce que je cherche quand j'étudie la médecine, voir à quel moment on passe de la médecine à des rituels magico-religieux. C'est une maladie qui est bien connue dans l'Antiquité. En fait, ce que les anciens appellent épilepsie, ça regroupe beaucoup de choses. D'ailleurs, ils appellent ça épilepsie, mais ils appellent ça aussi maladie de la lune, mal des comices ou maladie sacrée, qui est d'ailleurs le nom d'un très célèbre traité hippocratique qui s'appelle la maladie sacrée. Ça regroupe plusieurs symptômes et en fait, on peut intégrer dans cette définition de ce qu'est l'épilepsie chez les anciens, on peut y mettre les arrêts cardiaques, par exemple, les vertiges, toutes sortes de convulsions, les malaises, voilà, tout ce que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Pour eux, ça va, enfin, tout, non, mais en tout cas, tout ce qui peut être momentanément nous faire avoir un malaise ou une perte de connaissance ou des convulsions passe dans la catégorie épilepsie. Cette maladie particulière, en fait, ça a été la source de nombreux écrits, dont le plus célèbre dont je parlais, la maladie sacrée. Ce texte-là, c'est un texte réellement fondateur dans l'histoire de la médecine parce qu'il va vraiment marquer un point de rupture entre une médecine des guérisseurs, une médecine des temples dont on parlait tout à l'heure, et une médecine qui se peut baser sur l'expérience et le savoir. Pour le traité hippocratique, la maladie sacrée, elle est considérée comme divine à cause des, donc là je cite ce texte-là, des mages, purificateurs, prêtres mendiants et charlatans qui se drapaient dans le divin pour voiler leur incapacité à détenir quoi que ce soit d'utile. Dès Hippocrate, le caractère divin de cette maladie qu'est l'épilepsie, pour lui, ça n'existe pas. Du moins, en fait, chez les médecins. Parce que dans la population, le Romain lambda, il n'a pas lu maladie sacrée d'Hippocrate. Je dis Hippocrate pour aller vite, mais en tout cas, des médecins hippocratiques. Pour les médecins, donc elle n'est pas divine, et elle provient d'un problème d'humeur, toujours, mais cette fois-ci au niveau du cerveau. C'est ce qu'explique Soranos ou Galien. Donc eux, ils voient ça comme ça. Mais la population gréco-romaine, comme je disais, elle ne le savait pas forcément. Et en fait, c'est à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il faut que je précise, c'est vrai, donc du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que la croyance de l'épilepsie comme étant une maladie provenant des dieux se concentre plus particulièrement sur l'intervention quasi exclusive de la divinité de la Lune. Et c'est pourquoi, à partir du 1er siècle, la maladie est appelée maladie de la Lune, séléniasmos, et le terme qui va être traduit en latin par lunaticus, et ce qui va donner lunatique d'ailleurs. L'épilepsie serait due à une colère de la divinité lunaire, selon certains auteurs, pas des médecins, mais selon d'autres auteurs. Et chez d'autres auteurs, l'action de l'astre, il est rationalisé. On va dire que sa lumière influencerait la survenue d'une crise. Et cette croyance populaire autour de cette maladie, même si elle est réfutée par les médecins, elle n'empêche pas ces derniers d'y porter quand même attention dans leur domaine. Comme je disais, même s'ils veulent se séparer de ce type de croyance,
ils vont quand même, consciemment ou inconsciemment, on ne peut pas le savoir, mais avoir ça en tête, parce que le médecin, il évolue quand même dans ce milieu, dans ce monde romain, il peut pas se défaire de tout ce qui l'entoure, de sa religion et des discussions qu'il a aussi avec les gens qui l'entourent. Et donc en fait, l'influence de la lune dans la maladie, elle est rationalisée par les médecins, et pour eux, c'est à cause de l'humidité. Pour les anciens, c'est l'astre de l'humide par l'excellence, et ça va être celui qui va accroître l'humidité sur Terre, notamment avec le système des marées. La Lune, ils avaient très bien compris que c'était la Lune qui influençait les marées. Et par exemple, pour le chirurgien Antilos, qui est un contemporain un peu plus âgé de Galien, la Lune croissante augmente l'humidité du cerveau et du corps et favorise donc l'épilepsie. Et donc cette rationalisation des croyances par les médecins démontre que en fait, ces derniers cherchent à expliquer médicalement les croyances d'une partie de la population. Et on va avoir un grand nombre de soins pour soigner l'épilepsie. Ces soins sont à mi-chemin entre un traitement médical et un traitement rituel. Lors de l'époque impériale, les médecins, ils savent que cette maladie prend ses origines au niveau du cerveau. Pour les médecins méthodiques, par exemple, Soranos explique que, je le cite, sa cause physiologique est un état de striction du corps. Et donc, en fait, selon le système méthodique, donc c'est l'école de Soranos dont on parlait tout à l'heure, il y aurait des corpuscules qui vont se mouvoir dans le corps, et selon l'état de la circulation de ces corpuscules, le corps il serait en équilibre ou bien il serait dans un état resserré ou en état relâché, et ça serait la source de maladie et notamment la source d'épilepsie. C'est une explication humorale qui est corroborée par Galien et qui va expliquer que l'épilepsie arrive par la présence d'une humeur froide et humide dans le cerveau. C'est en raison de cette humidité présupposée de la maladie que les médecins expliquent l'importance de cette maladie sur les enfants, qui sont des êtres humides. Mais les médecins vont quand même rapporter des traitements qui sont plus rituels, parce que à l'époque, face à l'épilepsie, ils savaient pas non plus trop comment faire. Ils expliquaient comment ça arrivait, mais alors comment soigner, c'était plus compliqué. Donc, ils vont quand même accepter de parler de soins, de traitements qui sont des traitements qu'ils ont ouï dire, qui auraient été faits, ça aurait marché dans une contrée lointaine, voilà. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est ce que Scribonius va rapporter. C'est à partir de Scribonius que j'ai vu ça, et après j'ai vu la même chose chez Cels, ou en tout cas presque la même chose. Il va dire qu'il utilise la présure d'un faon, donc jusque-là, rien d'exceptionnel dans la médecine romaine, mais ce faon, il doit avoir été tué par un glaive avec lequel un gladiateur aurait été égorgé. Donc c'est vraiment très très précis. Et donc cette dernière recommandation inscrit la prescription de Scribonius hors du champ médical. C'est totalement hors du champ médical, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de lire. Et il le dit lui-même, je le cite, « Tous les remèdes du même genre tombent en dehors du champ de la profession médicale, bien qu'il semble avoir réussi à certains. » Par la suite, Scribonius va rapporter que certaines personnes boivent du sang à même les veines ou prennent 3 cuillères, je cite, du crâne d'un mort durant 30 jours. C'est abominable. Ou bien il dit mange un petit morceau de foie d'un gladiateur égorgé. Donc on a toujours cette image du gladiateur. Toutes ces recommandations ont un point commun. Déjà, c'est le caractère funeste des recommandations. Il y a la présence de la mort qui se retrouve avec le gladiateur égorgé, le crâne notamment d'un mort. Et Scribonius il précise qu'il ne fait que rapporter ce qui aurait fonctionné. Ces remèdes, on les retrouve aussi chez Cels. Alors chez Cels, c'est pas exactement ça. Chez Cels, c'est carrément, il faut boire le sang du gladiateur une fois qu'il a été égorgé, que le sang est encore chaud, directement. Ah oui, carrément. Voilà, c'est directement. Et donc je me suis dit, mais pourquoi ce gladiateur revient ? Pourquoi il est là pour soigner l'épilepsie ? Quel est le lien entre le gladiateur et l'épilepsie ? Voilà. J'ai vu que en cherchant, en lisant d'autres articles plus focalisés sur le gladiateur, je ne connaissais rien moi sur le gladiateur avant ça, que en fait le gladiateur dans l'arène, il va jouir dans les représentations partagées de pouvoirs magiques. Dans un ensemble de représentations mythiques et symboliques, le sang symbolise la force vitale et c'est considéré comme une espèce d'élixir de vie. Ainsi, donc pour Scribonius, il y a un passage avant, on ne boit pas même comme ça le sang du gladiateur, contrairement à Cels. Mais ça a quand même touché le sang du gladiateur. Et donc, la place du sang comme élixir de vie est très présente en fait dans les remèdes contre l'épilepsie. Elle est aussi présente lorsque Scribonius dit de boire à même les veines. Et on retrouve ce sang comme élixir de vie à travers des remèdes magiques. C'est un remède par antipathie parce qu'on va boire du sang qui symbolise cet élixir de vie face à l'épilepsie qui symbolise la mort. On boit la vie pour éviter de mourir, en gros. C'est une maladie funeste qui est provoquée par les dieux, on en parlait, la lune, notamment le dieu de la lune. Et le glaive qui a servi à égorger le gladiateur est lui-même du coup rempli de pouvoirs magiques. C'est un peu comme si on échangeait la vie qui est celle du gladiateur contre une autre. Et je parlais tout à l'heure du fait que manger le foie d'un gladiateur.
égorgé. Ça renforce aussi cette idée de vie parce que le foie, c'est un organe qui est riche en sang et c'est un symbole aussi de force vitale. Et donc en fait, ça, ce sont des remèdes totalement extra-médicaux et qui sont évoqués chez Scribonius, mais comme je le disais aussi chez Cels. C'est pour ça que j'adore travailler sur cette maladie parce que vraiment, ça rentre dans le champ de mes recherches, de mes compétences, où on voit qu'au final, certaines maladies comme l'épilepsie, comme elles sont vraiment trop importantes et qu'on n'arrive pas à les soigner, eh ben, on va se tourner vers des rituels magico-religieux. Tout qu'on voit avec ces différents exemples qu'on a pris au cours de cet entretien, que c'est un sujet qui est à la fois riche, complexe. On pourrait faire plusieurs épisodes, je pense, sur la médecine de l'Antiquité gréco-romaine, en prenant encore d'autres exemples, qui mêlent à la fois une médecine qui se veut logique. Alors ça peut nous paraître parfois absurde avec notre regard actuel, mais dans les théories de l'époque, ce qui était mis en place était extrêmement logique, ça s'expliquait. Et c'est très intriqué également avec des croyances, une certaine forme de magie. C'est très intéressant. Effectivement, c'est très logique. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais j'y pense là. Même si nous, on peut se dire, c'est vraiment n'importe quoi la façon dont il soignait, il y a plein de choses qu'on voit qu'il faisait qui sont des choses qu'on fait encore, en fait, ou qui sont vraiment très intelligentes. Ils n'utilisaient pas les plantes au hasard. Ils avaient compris les vertus thérapeutiques de certaines plantes. Alors, bien sûr, eux, ils n'avaient pas la chimie pour pouvoir doser, pouvoir faire des médicaments comme nous, on a aujourd'hui. Donc, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, mais ils avaient bien compris que l'opium avait un côté anesthésiant, donc ils l'utilisaient avant de faire des opérations, par exemple. Mais voilà, c'était pas totalement absurde la façon dont ils soignaient. Pour creuser ce sujet, est-ce que tu as quelques pistes de lecture, même éventuellement, pourquoi pas des podcasts, des vidéos, des documentaires, autour de la santé et de la médecine sous l'Empire romain? Oui, alors déjà, le livre, un peu la Bible de la médecine dans l'Antiquité, qui résume tout bien, c'est le livre de Vivian Newton, qui a été traduit, donc c'est un livre en anglais, donc si on veut, on peut le lire en anglais, mais il a été traduit en français, qui est la médecine de l'Antiquité. Donc voilà, c'est vraiment un peu la Bible qui résume bien, qui parle des sectes, qui parle des différentes branches, donc voilà. Ça, c'est pour avoir une approche vraiment générale. Ça va pas être très précis sur certains aspects, mais ça permet d'avoir une première approche quand on n'y connaît rien. Ensuite, pour les femmes, la médecine des femmes, la gynécologie, l'obstétrique, les livres de Daniel Gurevitch sont parfaits. C'est la spécialiste sur cette question-là. Donc, comme je le disais, c'est elle qui a traduit toute la maladie sacrée. Il y a 4 tomes de Soranos d'Éphèse dans la CUF. Elle a écrit aussi un livre qui s'appelle Le mal d'être une femme, qui est vraiment consacré à la médecine des femmes. Elle a écrit énormément d'articles. Donc voilà, si on s'intéresse aux femmes et à l'obstétrique, c'est elle d'abord la première porte d'entrée. Si on s'intéresse plus particulièrement à Galien, un des plus grands médecins de l'Antiquité romaine, on a bien sûr les ouvrages de Véronique Boudon-Millot. Et après, il y a aussi le site et le Twitter aussi de Laurent Galopin, La médecine dans l'Antiquité, qui est très bien fait, qui regorge de sources et d'explications. Voilà. Et on lui passe le bonjour. Oui, tout à fait. Et dans l'Apothicaste, je vous évoquais tout à l'heure l'épisode du mois dernier, donc l'épisode 8 avec Guillaume Linte, qui peut faire le lien sur la partie théorie des humeurs, qui était encore importante à cette époque-là. Tu évoquais l'opium, et j'ai fait un épisode avec Thierry Lefebvre, ça devait être l'épisode 2 de mémoire, autour du laudanum de Sydenham, dans lequel on a évoqué l'opium, et le laudanum en est issu. Voilà, 2 idées d'écoute éventuellement de l'Apothicaste que vous pouvez retrouver sur le site internet et sur toutes les plateformes. Tu me disais au micro que tu souhaitais poursuivre tes recherches dans le cadre d'une thèse éventuellement. Quel en serait le sujet? Oui, effectivement. Là, je passe l'agrégation cette année, Gros mais projet. oui, gros projet. Mais j'ai pour projet de continuer en thèse, effectivement, et j'aimerais travailler sur l'utilisation des animaux dans la médecine romaine. Le projet de thèse est beaucoup plus précis, mais tant qu'il n'est pas validé, je reste un peu vague sur le sujet. Mais j'aimerais travailler plus particulièrement sur les animaux, en lien notamment avec mon travail sur le lièvre et la présure de lièvre. C'est ce qui me plaisait plus que les plantes. J'ai beaucoup travaillé sur les plantes et en fait, ce qui me plaît, c'est l'utilisation des animaux dans la médecine. Donc voilà. Bah, peut-être qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble de ce sujet-là dans quelques temps, dans quelques années, pourquoi pas. J'espère, avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup Charline pour ta présence dans l'Apothicaste. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Bah, merci, c'était un plaisir d'être ici avec toi, de pouvoir discuter de médecine. J'étais très contente, merci pour l'invitation. Pour suivre l'activité de Charline et de Guillaume, que je remercie également au passage pour ta chronique, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça en description de l'épisode.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous retrouverez quelques informations complémentaires à cet épisode sur le site internet apodcast.fr et je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, pour suivre l'actualité du podcast et d'autres publications autour de l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Pour soutenir la podcast, n'hésitez pas à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt!